Bonsoir à tous, bienvenue sur Vox Africa. Merci d'être au rendez-vous de cette édition de Focus spécial Côte d'Ivoire. À l'occasion du scrutin présidentiel du 25 octobre prochain, nous faisons une série d'entretiens avec les principaux candidats à cette élection présidentielle. Et ce soir, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir M. Charles Konan Banny, qui est candidat à l'élection présidentielle. Monsieur Charles Konan Banny, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous recevoir ici chez vous. Vous êtes en pleine campagne électorale. Vous sillonnez la Côte d'Ivoire et vous avez pris ce temps pour s'entretenir avec nous durant une vingtaine de minutes. On parlera bien sûr de certains points saillants de votre programme justement électoral et on reviendra un petit peu sur votre vision aussi, ce que vous voulez faire de la Côte d'Ivoire. Mais avant tout, pour ceux qui malheureusement ne vous connaîtraient pas, c'est-à-dire en dehors de la Côte d'Ivoire, en dehors de l'Afrique de l'Ouest, ceux qui vous verront aussi donc à travers Vox Africa, je vais faire succincte présentation de vous et de qui vous êtes, de votre CV. Vous êtes âgé de 73 ans, vous êtes fils d'un planteur baoulé établi à Divo, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, titulaire d'un DES, diplôme d'études supérieures en sciences économiques et commerciales, obtenu à l'ESSEC, la prestigieuse école de commerce de Paris en France, et puis une longue carrière, je vais vraiment résumer, sinon on y passerait la moitié de cet entretien. D'abord au CSSPPA, la Caisse de stabilisation et de soutien des prix des productions agricoles en Côte d'Ivoire. Ensuite, vous avez été secrétaire général de l'Organisation interafricaine du café. Vous êtes entré en 1976, à la BCEAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, où vous avez gravi tous les échelons pour terminer, bien sûr, comme gouverneur durant 15 ans. Si je me trompe, de 90 à 2015, une institution que vous avez marquée de votre empreinte, puisque beaucoup des réformes ont été mises en place par vous. Quand on parle de la BCEAO, on se souvient de Charles Konan Banny. Ensuite, pour votre engagement politique, il a toujours été au PDCI RDA, c'est le parti traditionnel ou fouettiste, bien sûr, et une tradition familiale, d'après ce que j'ai lu, parce que votre père même était parmi donc les cofondateurs du PDCI RDA. Et vous avez eu aussi comme fonction publique, vous avez été Premier ministre de 2005 à 2007 et puis président du CDVR, de la CDVR, la Commission du dialogue, vérité et réconciliation, entre 2011 et 2014. Alors aujourd'hui, vous êtes candidat donc à la présidence pour la Côte d'Ivoire. Vous êtes aussi président de ce qu'on appelle le CNC, la Coalition nationale pour le changement. Alors ça, c'est ce que vous avez présenté en détail il y a quelques jours ici à Abidjan. Un pacte de confiance renouvelé dans une Côte d'Ivoire rassemblée. C'est en quelque sorte les lignes directrices de votre projet de société. On va en parler. Mais avant ça, ce que je voudrais savoir, vous êtes très critique justement, vous avez été très critique avec le CNC sur les modalités d'organisation de cette élection, de ce scrutin. Notamment la façon dont la CEI serait partiale, la façon dont le processus a été organisé. Alors la question est simple, est-ce que vous irez jusqu'au bout de cette campagne électorale ? Mais écoutez, si je ne vais pas aller jusqu'au bout, je n'aurais pas dû m'engager. Quand on commence quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. Sachez que dans ma famille, on ne renonce pas. On ne renonce pas. Et tant que Dieu nous donne la vie, tant qu'il nous donne la force, on va jusqu'au bout de son idée. De son idée. Il faut aller jusqu'au bout de ses idées. Et peut-être même, mourir avec ses idées. Et pourtant, vous critiquez, pourtant, vous critiquez les règles du jeu. Vous dites, elles ne sont pas équilibrées, elles ne sont pas impartiales. Alors, pourquoi vous y participez ? Tous ceux qui veulent être un peu objectifs, un tout petit peu objectifs, se rendent compte à l'évidence que ces règles du jeu ne sont pas équitables. Vous avez dit équilibrées. Ni équilibrées, ni équitables, ni impartiales. On ne peut pas ne pas le dire. En le disant, et quand on est optimiste, quand on souhaite pour son pays le mieux, le meilleur, et quand on pense que ses compatriotes, à commencer par le chef de l'État, quand on pense que nous sommes tous habités par le désir d'éviter à nos compatriotes des crises successives dont ont souffert les populations de Côte d'Ivoire, on est optimiste en se disant qu'on va se comprendre et que tant que le processus n'est pas au bout, il y aura peut-être un moment de lucidité où nous allons nous asseoir et discuter. Je suis dans cette perspective dynamique. Je ne désespère pas que les uns et les autres, pendant un jour, 1 heure, 2 heures, 3 heures, se rendront compte à l'évidence que vaut mieux pour la Côte d'Ivoire que prévenir
que de l'entraîner éventuellement, je dis, dans des crises qui ont trop fait souffrir la Côte d'Ivoire. Mais là, on est pratiquement à une semaine du scrutin. Hein. Est-ce que vous pensez que les choses peuvent encore changer, qu'on puisse encore changer les règles justement de la CEI, la répartition des pouvoirs au sein de la CEI? Voyez-vous, moi je suis au niveau des principes. Je suis au niveau des principes et je considère que la solution appartient au peuple de Côte d'Ivoire. Au peuple de Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens doivent savoir, quelle que soit la décision que prendront ceux qui ont les responsabilités, je vais parler du chef de l'État, les Ivoiriens jugeront. Parce que forcément, les Ivoiriens auront un mot à dire puisqu'on les consulte. En les consultant, on les consulte aussi, on demande est-ce que vous pensez que ces règles du jeu pour lesquelles on organise ces consultations, les règles du jeu qui vont donc sous-tendre ces consultations, est-ce que ces règles du jeu sont équitables? Je pense que ça jouera aussi dans le choix. Et vous pensez-vous précisément qu'en dépit de ces règles du jeu que vous jugez inéquitables, vous avez toutes vos chances de gagner? Sans ça, je n'aurais pas été candidat. Je suis persuadé de battre Alassane Ouattara. Je suis persuadé de le battre. Alors, ils sont dans une hypothèse comme ils disent, du premier tour. Ça, c'est pour préparer les esprits à une fraude massive. Elle ne passera pas. Elle ne passera pas. Les Ivoiriens n'accepteront pas que leur suffrage soit détourné par des subterfuges, par ce qu'on appelle ici en Côte d'Ivoire la technologie électorale, la machine, la technique. Car nous avons des éléments. Je vous ai dit, et que je crois que la formule fait école, que sur un point essentiel, la liste électorale, au lieu d'être consensuelle, a été établie de manière confidentielle. Et je ne pensais pas avoir si bien choisi les termes. Personne autre que le gouvernement et la commission électorale indépendante ne sait comment cette liste-là a été établie. Jugez-en plutôt. Elle est remplie de doublons. Les morts vont voter. Je vous dis bien, les morts vont voter. Un calcul simple. Il est de notoriété courante de dire que la crise électorale a entraîné 3 000 morts, probablement plus. Je pose une question simple. Est-ce que ces 3 000 morts ont été défalqués de la liste de 2000 Et quelle réponse on vous a donnée à cette question? Mais la question, c'est que les morts, ils sont. Les morts, ils sont. Les preuves sont là. Alors, pensez-vous que ces morts-là, qu'est-ce qu'on va en faire? L'Union africaine, la CEDEAO, ne trouve rien à redire. L'Union européenne n'envoie même pas de commission d'observation parce qu'elle juge qu'en Côte d'Ivoire, ça va se passer de façon équilibrée. C'est pas vrai ce que vous dites. Ils n'ont jamais. Mais c'est pas pour ça. Vous ne savez pas pourquoi ils n'envoient pas. Moi, je suis allé jusqu'à Bruxelles. Ils n'ont jamais dit pourquoi ils n'envoient pas. Alors, ne les rendez pas. Alors, si vous dites que c'est pour cela, donc ils seront tenus responsables. Sans doute. En tout cas, dans les rapports qu'ils ont faits, ils ont dit que l'organisation avait des standards acceptables. C'est quoi les standards acceptables? Les morts votent, c'est un standard, ça? Acceptable? Non, ils n'ont pas dit ça. Ils n'ont pas dit ça. Je vous dis qu'en tant que candidat, je me suis rendu à Bruxelles. Et ils nous ont dit qu'ils ne veulent pas, cette fois-ci, envoyer d'observateurs. On parle d'observation. Bien sûr. On ne parle pas de jugement a priori, des conditions. Et personne n'a dit ça. Je suis désolé. Et justement, mon point, c'est de leur dire, il vaut mieux prévenir que de constater après que les conditions ne sont pas réunies. Vous voyez, ils n'ont pas dit ce que vous dites, et je n'ose pas croire qu'ils ont déjà pris une position sur les conditions objectives. Alors, deuxième exemple. La commission électorale indépendante, probablement que j'irai au deuxième tour, j'en suis persuadé. Alors, quand on ira au deuxième tour, la commission électorale sera composée que de partisans de M. Ouattara. M. Bani n'aura pas un seul représentant. Est-ce que ce n'est pas une observation qui mérite au moins considération? Est-ce que ce n'est pas ça, l'égalité des citoyens devant la loi, que prévoit la République, la Constitution? Ce sont des faits, des observations qu'il faut prendre comme telles. Ça n'a rien de subjectif. C'est objectif, c'est réaliste. Et c'est pour ça que j'en appelle au peuple de Côte d'Ivoire. Je dis, peuple de Côte d'Ivoire, c'est toi. En fait, c'est ton avenir qui est en train de se jouer.
Tu as quelque chose à dire pour que tes enfants se rendent compte que vaut mieux qu'on établisse des règles équitables. Vous voyez ? Et précisément, ce peuple, celui qui est appelé justement ce peuple souverain qui va choisir donc son président le 25 octobre, ce peuple, vous lui avez présenté une vision, comme je disais, pour un pacte de confiance renouvelé dans une Côte d'Ivoire rassemblée. Et alors vous dites ceci, vous avez une mission à accomplir que vous avez reçue de Félix Houphouët-Boigny, donc le père de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, c'est parfaire la construction de la société ivoirienne, et vous parlez même de l'unité comme un impératif catégorique. Oui. C'est-à-dire que c'est un impératif moral qui va au-delà de tout. Il faut que la Côte d'Ivoire reste unie. Et vous dites, les valeurs oufouettistes ont été abandonnées ces dernières années. Mais pourtant, vous étiez à la tête, je veux dire, du soutien de Ouattara en 2010. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes redevable, vous, du bilan de ces 5 années ? Non, pas du tout. Chez nous, il y a un proverbe qui dit que c'est celui qui est dans la chaise qui crée l'harmonie, qui arrange. Il a des collaborateurs. Mais la décision appartient à celui qui est aux commandes. Vous connaissez la formule. Les conseillers ne sont pas des payeurs. La responsabilité appartient au chef de l'État. Mais sinon, pourquoi donc on élirait un chef de l'État ? Une question. Vous m'accordez à ma question, justement. Vous réclamez comme un héritier du président Félix Houphouët-Boigny. Alassane Ouattara s'en réclame aussi. Henri Konan-Bédié s'en réclame aussi. Kouadio Konan-Bertin, même Henriette Lago s'en réclame aussi. Quel est l'héritier le plus authentique et pourquoi ce serait vous le dépositaire de ces valeurs, défenseur de ces valeurs? Je ne vous ai pas dit que j'étais dépositaire. Oui. Le seul dépositaire. Je ne vous ai pas dit cela. Non. Je ne suis pas si prétentieux. Oui, mais attention. Je suis pas je reproche justement aux uns aux autres d'être prétentieux. Un manque d'humilité. Mais la différence, c'est qu'il ne s'agit pas de se réclamer. Il faut prouver. Il faut agir en conséquence. Vous posez la question aux Ivoiriens. Qu'est-ce qui me caractérise? C'est mon attachement indéfectible à l'union des Ivoiriens, à la réconciliation. C'est cela qui me caractérise. Les autres, je ne les juge pas. Chacun a reçu la leçon comme il le pense. Mais il ne s'agit pas maintenant de savoir si on l'a reçue ou pas, mais comment on la rend, la leçon. Ceux qui ont été présidents. Écoutez, moi, vous voyez, je n'aurais jamais été candidat si effectivement les valeurs oufouettiennes avaient été réalisées en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire réconciliation, absence de violence, dialogue et paix. Il ne faut pas me dire que ces valeurs-là, aujourd'hui, sont la monnaie courante. Il y a eu la guerre. Il y a eu la guerre. Il y a eu la guerre. Il y a eu la division. Je vais vous faire une confidence. Alassane Ouattara était mon ami pendant longtemps. La confidence est la suivante. Avant qu'il ne quitte Washington pour venir rentrer dans la politique, dans l'arène, il est venu me voir. Et je lui ai dit ceci. Ton entrée en politique ne me gêne pas. Maintenant que le père de la nation est décédé, je considère que l'une de nos tâches, c'est d'installer la démocratie et la faire avancer. Mais je vais te dire une chose, il y a une valeur à laquelle je tiens. Si ton entrée en politique doit diviser, retenez le mot, diviser la Côte d'Ivoire et diviser les Ivoiriens, je ne serai pas avec toi. Jugez-en plutôt. Passons à un chapitre important, justement, de votre projet de société, l'économie. Je rappelle que vous avez été gouverneur de la BCEAO, donc un domaine que vous connaissez. Alors, vous dites, notamment en économie, que vous allez faire une réforme fiscale ambitieuse, notamment une fiscalité qui va cibler les PME, PMI, avec un taux préférentiel, notamment entre 3 et 5%, pour pouvoir les aider. Taux préférentiel, bien sûr, je précise, pour les opérations bancaires, pour pouvoir les aider à avoir du crédit et pouvoir agir. Oui. Alors ça, pourquoi vous ne l'avez pas fait d'abord quand vous étiez Premier ministre et comment vous allez le mettre en place maintenant? J'ai été Premier ministre pendant 15 mois, ce n'est pas suffisant. Bon. Oui. Et je vais vous dire qu'en tant que gouverneur, nous avons essayé ça. Taux préférentiel pour les PME, PME. J'avoue que ce n'est pas d'application facile, car en ce qui concerne les ressources de la Banque centrale, ce sont les ressources de trésorerie. Le danger, c'est que quand vous faites des taux préférentiels en ce qui concerne les ressources de la Banque centrale, vous n'êtes pas sûr que la PME l'utilise aux opérations de carbone d'ession. Mais n'empêche que, je crois que ça ne veut pas dire qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut trouver une modalité d'encourager les petites et moyennes entreprises parce qu'elles constituent la base de l'économie. Dans tous les pays,
et surtout dans les pays comme les nôtres. C'est ça. Le tissu économique doit être composé essentiellement de PME, et j'ajoute de PME nationales. Alors, un instrument qui peut être utilisé, que vous connaissez très bien, puisque vous l'avez géré, c'est l'instrument de la monnaie. Je veux parler du franc CFA. Le franc CFA, aujourd'hui, il y a un débat qui s'ouvre en Afrique, un vieux débat, mais on a l'impression qu'il devient de moins en moins tabou. C'est-à-dire que l'Afrique, à la fois de l'Ouest et centrale, renonce au franc CFA pour pouvoir vraiment sa souveraineté monétaire. Vous en pensez quoi? C'est un débat qui n'a pas de sens pour moi, parce que je considère que nous sommes propriétaires de notre façon. Nous sommes en coopération tout court. Avec des réserves monétaires qui sont parquées à la Banque de France, dont nous ne disposons pas? Qui nous appartiennent. Oui, mais nous ne disposons pas. Donc, et elles pourraient être réinvesties. Non. Beaucoup d'économistes en parlent en disant qu'on pourrait les réinvestir dans le tissu économique. Écoutez, vous voulez qu'on soit utile? Le débat soit utile avec un ancien gouverneur? Oui. Bon, si c'est pour rentrer dans des... Non, je pose des questions. Bon, alors laissez-moi vous répondre. Oui. Tout ça, ce sont des histoires. Quand vous dites que dont on dispose pas, on en dispose. Je vais vous être simple. Les réserves de change, vous savez à quoi ça sert? Ça sert à garantir d'abord la valeur de la monnaie. À garantir la valeur de la monnaie vis-à-vis de l'extérieur. Exemple simple. Comme nous avons une parité fixe, les réserves de change nous permettent de, éventuellement, si des Allemands qui détiennent les fonds CFA veulent qu'on leur rembourse en devises, alors nous aurons suffisamment de devises pour leur rembourser. Voici ce qui les rassure. C'est ça d'abord. Deuxièmement, ça devient un peu plus compliqué. C'est sur ces réserves-là qu'on crée la monnaie, qu'on fait le crédit. Vous comprenez? On fait le crédit. Et qu'on crée la monnaie locale. Le crédit qui est fait par les entreprises. Donc, pour autant que l'économie offre des possibilités de faire des crédits, pour autant que les entrepreneurs font des projets qui soient bancables, qui sont jugés viables pour les banques, les réserves de change dont nous disposons permettent de faire autant de crédits que nous voulons. Mieux, comme nous avons une coopération monétaire avec le Trésor français, même quand nous n'avons pas de réserve de change, l'accord que nous avons avec la France nous permet, même à défaut de cela, d'avoir des réserves sur lesquelles nous pouvons faire des crédits pour financer notre économie. Donc, vous voyez bien, ça, tout ce que les gens racontent, ce n'est pas juste. C'est notre capacité interne à générer des projets qui soient porteurs de développement. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut interroger nos politiques intérieures. Comment notre capacité à faire du crédit par les banques, n'est-ce pas? Et à ne pas dépenser dans des activités non productives, non créatrices d'emplois. C'est-à-dire à ne pas dépenser dans les importations inutiles, d'importation de biens de consommation, mais plutôt de biens d'équipement qui vont créer de la richesse et promouvoir l'économie. Alors, autre question sur votre programme, le salaire minimum en Côte d'Ivoire, 60 000 francs CFA, est-ce que vous comptez l'augmenter si vous êtes élu? Écoutez, c'est des choses... bon, on verra en fonction de... Vous avez vu que mon programme était très organisé vers les plus démunis, oui, les plus faibles, n'est-ce pas? Mais il ne faut pas faire de la démagogie. Moi, je considère qu'avec 60 000 francs, on ne peut pas vivre. Difficilement, n'est-ce pas? Et donc, ce sont des choses qu'il faut faire en concertation avec avec les entreprises. Il ne faut pas non plus tuer la poule aux œufs d'or. Non, c'est des questions qui restent ouvertes. Et puis, on verra bien. Mais ce n'est pas tabou. Lutte contre la corruption. Oui. Alors ça, quelles mesures fortes vous comptez mettre en place? Notamment, c'est la création d'une réelle Cour des comptes en Côte d'Ivoire. Mais pas seulement. Oui, une réelle Cour des comptes, je pense que c'est la réponse institutionnelle. Elle lui donne des pouvoirs pour ça, c'est clair. Pour la transparence des opérations, faire en sorte que les finances publiques soient gérées conformément aux règles. Ça, c'est la première des choses. Je crois que partout, il n'y a rien d'innovant là-dessus. Il faut la rendre effective, cette cour-là. Mais la corruption, c'est autre chose. La corruption, c'est effectivement donner les moyens à une autorité. Aujourd'hui, il y a une autorité, n'est-ce pas, qui s'occupe de la bonne gouvernance. Et j'imagine que la bonne gouvernance aussi doit parler de la corruption. Donner des vrais pouvoirs pour ça. Et surtout, sanctionner. Sanctionner de manière exemplaire. Exemplarité de la peine, sans discrimination aucune. La loi doit être égale pour tous.
Si le chef d'État est corrompu, il faut le sanctionner. Pour l'impeachment, peut-être qu'il va falloir faire une révision de la Constitution pour introduire ces choses-là. Parce que chez nous, il y a un proverbe qui dit le poisson pourrit par la tête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les citoyens regardent toujours le comportement de ceux qui sont là-haut. Il faut arrêter ça, la corruption. Moi, j'ai honte quand on pense que la corruption est consubstantielle aux Africains, ce qui n'est pas juste, mais c'est ce qu'ils l'ont dit de manière générale. N'est-ce pas? Je sais que c'est faux. Au Japon, il y a beaucoup de corruption, vous savez. Et dans d'autres pays, il y a beaucoup de corruption. Mais comme nous sommes des pays pauvres, l'impact est plus important. Plus visible. Alors, autre chose, justement, mesure économique importante que vous citez parmi vos propositions, la réduction significative du prix des denrées alimentaires de base, riz, viande, poisson, riz. Comment vous allez le faire? C'est quoi? C'est une subvention au prix pour pouvoir les faire baisser? On verra. Avant d'en arriver aux subventions, on verra. Je crois qu'il y a des... Mais pour un libéral, c'est ça qui m'étonnait. C'est-à-dire, vous faites jouer le marché, mais... Là, exactement. Et vous n'êtes pas sûr qu'il n'y a pas de surcoût dans le marché. Hein, n'est-ce pas? Il faut analyser ça. Ah ben, il faut analyser ça. Mais l'objectif, c'est ça qui est important, c'est de faire en sorte que le commun des Ivoiriens ne soit pas celui qui paye le plus. Même si ça doit passer par des subventions, il faudrait voir. N'est-ce pas? En tout cas, il ne faut pas que la politique économique laisse de côté une grande frange de la population. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, il y a des quartiers où on ne mange pas, où les gens ne font pas 2 repas par jour. N'est-ce pas? Même un repas, c'est difficile. Comment pouvez-vous faire de la politique sans penser à ces gens-là? Et qu'est-ce qu'ils demandent? Du riz. Ils mangent du riz. Ils mangent ce qu'on produit en Côte d'Ivoire. Hein. Peut-être qu'aussi, il y a le mode de commercialisation, n'est-ce pas, de ces denrées-là, qui fait que peut-être il y a des goulots d'étranglement dans lesquels on... Trop d'intermédiaires qui prennent des rentes. Par exemple, des rentes qui ne sont pas dues et qui font que, au final, c'est le consommateur qui paye. Question de rente. Vous vous attaquez aux rentes puisque vous dites, et ça je comprends pas, bon vous allez m'expliquer, une mesure ciblée, sans doute symbolique aussi et importante pour vous, fin du péage pour la traversée du 3e pont d'Abidjan et de l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro. Mais comment on va payer la... Mais vous comprenez pas quoi? Non, pourquoi vous ciblez là? Pourquoi vous ciblez ça? Mais parce que ça gêne, parce qu'il y a des gens, c'est pas juste, il y a des gens qui n'ont pas l'argent. Je dis ceci, on va prendre l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro. Vous savez, la première tranche existe depuis quand? Depuis plus de 30 ans. Qu'est-ce que vous faites, non? Est-ce qu'il y a eu un péage? Non, il n'y a eu pas de péage, forcément. Mais pourquoi forcément? On aurait pu. C'est un choix. En même temps, moi, je veux bien qu'il y ait le péage. Mais où sont les routes secondaires? Quelle est l'alternative qu'on donne à celui qui veut aller à Yamoussoukro? De ne pas emprunter l'autoroute. Donc, c'est un choix obligé. Quand on parle de choix obligé, il n'y a plus de choix. Et parce qu'ailleurs, vous parlez d'introduire en Afrique une culture de la maintenance et de la durée. Oui. Alors, quand on fait payer, c'est justement pour qu'on puisse maintenir l'infrastructure. Pas du tout, pas forcément. Il n'y a pas qu'un seul mode de maintenance, n'est-ce pas? Il n'y a pas qu'un seul mode de paiement, bon sang. Il y a combien de péages en Afrique? Je vous parle de réduction des coûts des denrées de première nécessité. Et vous pensez que le coût des transports ne fait pas partie du prix de revient, du prix de vente, de la tomate, des denrées qui sont produites de l'intérieur qui viennent à Abidjan et dont on est obligé de faire passer sur l'autoroute avec le prix qu'il faut? L'impact social que vous voulez. J'ai parlé de libéralisme social. C'est vrai. Je ne suis pas très interventionniste. Je suis pour les forces du marché. Mais être pour les forces du marché ne signifie pas que, effectivement, c'est la concurrence sauvage et que, de côté, on va laisser les consommateurs. Peut-être qu'ici et là, il va falloir négocier dur avec les intermédiaires. Je veux que le producteur gagne, que le consommateur aussi gagne. Parlons d'un dernier chapitre important, on ne pourrait pas ne pas en parler, même si le temps passe, on ne va pas prendre beaucoup de temps, 2 minutes, c'est celui de la sécurité, vous le dites, et parfois je trouve que vous le dites peut-être de façon forte en disant l'insécurité est omniprésente. Pourtant quand on regarde les chiffres de l'ONU lui-même dit que le niveau d'insécurité a baissé en Côte d'Ivoire. Vous savez, il y a des notions
qu'on ne peut pas saisir dans les statistiques globales. Je ne vous souhaite pas. Le jour où vous serez agressé dans l'environnement, vous comprendrez que le niveau de sécurité est et pourtant vous avez été agressé. Il faut que ce soit zéro, autant que possible, autant vers zéro. Les Ivoiriens ne se sentent pas en sécurité. Les paysans ne se sentent plus en sécurité puisque, en revenant de leur champ, ils ne sont pas sûrs que leur production ne vont pas être captées en chemin par des gens qui sont déguisés en des forces je ne sais pas quoi, et qui vont leur prélever une partie de leur production parce qu'ils sont en position de force. Les Dozo, par exemple, les forces paramilitaires, les chasseurs qui se sont transformés en supplétifs de l'armée à un moment donné. Vous savez, ces questions d'insécurité, il faut les juger aussi au travers de la perception que les Ivoiriens ont. Ce pays était considéré comme un pays de paix et de sécurité. Et vous allez faire comment? C'est-à-dire multiplier, augmenter le nombre des effectifs de la police, de l'armée La première des choses, c'est qu'il faut éduquer les gens. Il faut éduquer. La sécurité, c'est la sécurité publique. C'est un bien public. Il faut que nous soyons tous conscients de cela. Puis deuxièmement, effectivement, j'en ai parlé, il faut que les forces de sécurité soient éduquées aux valeurs républicaines. Que ce ne soit plus considéré comme des supplétifs ou des forces qui appartiennent à tel courant politique ou à telle personnalité politique. C'est le cas aujourd'hui, n'est-ce pas? Hein, c'est cela. Donc la confiance que le peuple a envers plutôt ces forces de sécurité, il faut qu'on la ramène. Ce sont des choses qui ne sont pas nouvelles, hein, mais qui ont existé en Côte d'Ivoire. Voilà, il faut ramener tout ça. Alors, dernière question, parce qu'on l'a évoqué, mais vous y insistez, et c'est important, ça compte dans l'opinion publique ivoirienne. Quand vous parlez de réconciliation, vous l'avez dit, ça veut dire que tout le monde doit y participer. Ça veut dire que vous, président, vous exigerez la libération de Laurent Gbagbo? On n'exige rien en matière de réconciliation. On n'exige rien. On discute, on dialogue, et on se met d'accord sur sur les responsabilités des uns et des autres, et on reconnaît que les fautes des uns et des autres, on se reprend et on se demande pardon. C'est ça. La réconciliation, on n'exige rien, on convainc. Hein, vous comprenez? On ne contraint pas. On convainc, on ne contraint pas. On convainc que c'est mieux pour la nation. C'est ça. Maintenant, concernant le président Laurent Gbagbo est là-bas, il aurait pu ne pas être là-bas. Hein. C'est un gouvernement qui l'a amené là-bas. Mon gouvernement, quand je serai président, prendrait des dispositions pour que, éventuellement, avec la Cour pénale internationale, pour que, éventuellement, nous trouvions les solutions qui vont tendre vers la libération du président Gbagbo, parce que ça pose beaucoup de problèmes. Tant que Gbagbo sera à La Haye, surtout quand il n'est pas encore jugé, vous ne pourrez pas avoir de réconciliation vraie et durable en Côte d'Ivoire. Qu'on le veuille ou non, c'est comme cela que les Ivoiriens le prennent. Ce sont des réalités simples. Il faut tout simplement s'en rendre compte et les prendre en compte pour aller vers cette impérieuse nécessité de la réconciliation nationale dont a besoin notre pays pour poursuivre sa route vers le développement. Merci beaucoup Charles Konan-Banny, merci pour cet entretien. On aurait pu encore continuer parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais je retiendrai ceci. Comme vous l'avez dit, l'unité nationale est un impératif catégorique. Absolument, absolument. En tout cas, merci pour cet entretien. C'est moi, merci beaucoup. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à Vox Africa. On se retrouve prochainement avec d'autres entretiens, avec d'autres candidats à l'élection présidentielle. Je remercie tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission, notamment Bolim Panimpongo, le réalisateur, assisté de Kwaku Kassé, et puis assisté aussi de toutes les équipes de RK Média et de Vox Africa Côte d'Ivoire. À bientôt, au revoir.